j'ai fait mes études à l'époque à la faculté Necker, puisqu'il n'y avait pas de fusion sur le moment. Et, bon, un internat des hôpitaux de Paris, un clinica en médecine interne. Et donc, j'étais notamment à l'hôpital Laennec, hôpital qui a fermé en l'an 2000 pour converger avec l'hôpital Boucicaut et faire, et devenir l'HEGP. Entre le moment où l'HEGP avait été décidé d'être construit et notre arrivée, il y a eu un écart, comme pour tous les travaux, très important. Et donc, quand je suis arrivée là-bas, la majorité des chefs de service de Boucicaut et de Laennec étaient sur le départ. Et celui le plus jeune est tombé malade. Et du coup, je me suis retrouvée comme faisant fonction de chef de service à l'arrivée à Pompidou. Bon, j'avais énormément travaillé sur le projet, sur DXCare, sur beaucoup de choses. Et en arrivant là-bas, bon, je me sentais finalement assez dans mon milieu. C'était un grand service. Hein. Et bon, avec la disparition d'un peu tout le monde, ça a été quand même un peu chaud. Les gens qui avaient demandé des postes de chef de clinique, voyant un peu le service partir un peu dans tous les sens, certains sont partis, mais d'autres sont venus renforcer l'équipe et on a quand même réussi à faire quelque chose qui se tenait bien. Et puis, donc j'ai été faisant fonction de chef de service et au moment de candidater pour la chefferie de service, c'est arrivé à la mutation. Le chef de service de l'Hôtel-Dieu, qui était Loïc Capron à l'époque, et Loïc Capron en tant que mutation, était prioritaire par rapport à une candidature, alors qu'il n'avait rien fait à Pompidou. Enfin bon, bref. Donc ça, j'ai été quand même extrêmement... Enfin, ça m'a vraiment heurtée. Et je suis allée en référé avec le haut doyen. À l'époque, je ne sais pas s'il faut le nommer, mais bon... et qui nous a réunis tous les deux et qui m'a bien confirmé que priorité à la mutation et qui m'a dit « Mais de toute façon, ma petite Claire, un grand service comme ça pour tes petites épaules. » Et ça, cette expression est quelque chose qui m'a totalement marquée, je veux dire. Ça m'a toujours vraiment été sur moi. Je me suis dit « Bon, tu vas voir. » Et c'est là que du coup, je me suis beaucoup investie en pédagogie pour la fac, que je suis devenue vice-doyen de la pédagogie. Et entre-temps, les gens de l'Hôtel-Dieu sont venus me proposer la place de Loïc Capron en disant puisque on n'a plus de chef de service, est-ce que tu veux pas venir? Et j'avoue que bon, passer de Pompidou à l'Hôtel-Dieu, c'était quand même un recul en termes d'installation de tout. Mais deux de mes collaborateurs m'ont dit si tu pars, on vient avec toi. Et du coup, on a lancé le défi et j'ai été chef de service à l'Hôtel-Dieu de 2004 à 2013, date à laquelle le service a fermé. L'Hôtel-Dieu devait fermer, et puis bon, après, on connaît toutes les raisons politiques du maintien de l'Hôtel-Dieu, mais par contre, la médecine interne a réellement fermé et on a fusionné avec le service de médecine interne de Cochin, donc à ce moment-là. Et c'était l'époque où Loïc Guilvin partait à la retraite. Et là, j'avoue que ma candidature en tant que chef de service de Cochin a été finalement pas trop difficile. Luc Mouton, qui était l'agrégé, aurait pu dire non. Et en fait, bon, ça s'est très bien passé entre nous. Et du coup, j'ai été chef de service après à Cochin de 2013 à 2020. Donc, un grand service pour mes petites épaules que j'ai à peu près réussi à manager. Donc, voilà, ça c'est la partie hospitalière. Donc, parallèlement, j'ai été vice-doyen de la faculté fusionnée et avec Serge Poiraudot, qui était le président de la commission de pédagogie de Cochin, on a fusionné les deux hôpitaux, les deux facultés plus exactement. Et du coup, j'ai pris d'abord la présidence de la commission de pédagogie de la nouvelle fac fusionnée. Il y avait aussi Brousset qui était là-dedans. Et puis ensuite, j'ai été vice-doyen pendant quelques temps, jusqu'en 2014, où j'ai été candidate à être doyen, en me disant allons-y, pourquoi pas, parce que je m'étais vraiment beaucoup investie. Et là, par contre, les coups bas, là, il y en a eu beaucoup, dont
le renouvellement sans me prévenir de tous les postes manquants du conseil de fac avec des gens qui étaient favorables, bien évidemment, à mon adversaire. Et bon, donc les élections ont eu lieu. Bon, je n'ai pas été nommé doyen. Par contre, j'ai eu un appel d'Isabelle Richard, qui était doyen d'Angers à l'époque, pour me dire bravo pour ce que tu as fait, c'était vraiment super, tu as bien fait d'y aller. M'a dit, mais j'ai dit oui, mais j'ai pas réussi. Il m'a dit oui, mais enfin, c'est Paris, c'est pas Angers. Bon. Euh, et là, je me suis aussi rendu compte que les réseaux avaient un rôle non négligeable. Non négligeable. Et bon, ça a été. Bon, je pense que je l'ai sûrement pas trop mal pris. J'étais quand même toujours chef de service à Cochin. Je faisais quelque chose qui me plaisait. J'aurais dû arrêter de toute façon d'être chef de service à Cochin parce que je pense qu'on ne peut pas faire les deux correctement, surtout sur une fac pareille. Bon, je l'ai digéré, on va dire. Et puis, voilà. Et puis parallèlement, donc sur le plan pédagogique, j'ai été donc membre du Conseil pédagogique national de médecine pendant un certain temps et j'ai participé à la mise en place du nouveau concours informatisé. Bon, qui a eu ses limites, qui a été beaucoup critiqué, mais en fait, l'informatique ne suivait pas nos idées, on ne pouvait pas mettre en place tout ce qu'on avait décidé de faire. Donc je pense qu'il faut, c'est important de leur dire. Et puis j'ai été bien sûr pendant longtemps membre du CNCI. Et puis après j'ai été présidente de la sous-section au CNU pour la thérapeutique et non pas pour la médecine interne. Hein. Après c'est Alain Cariou qui m'a succédé. Et puis une activité, je veux dire, d'intérêt général. J'ai été membre de la commission de transparence pendant plusieurs années et j'ai été vice-présidente pendant 7-8 ans. Voilà. Et quand j'ai candidaté éventuellement pour le poste de présidente de la commission de transparence qui s'est tenue il n'y a pas si longtemps, on m'a expliqué qu'il y avait trop de femmes. Voilà, et que du coup ma candidature et mon prérequis étaient tout à fait ce qu'on aurait souhaité, mais que il y avait trop de femmes au collège de la Haute Autorité de Santé que du coup ma candidature ne pouvait pas être retenue, ce qui m'a fait doucement sourire parce que quand il y avait trop d'hommes, ça gênait pas grand monde. Voilà mon parcours à peu près résumé rapidement. Bravo, en tout cas, quel parcours. Donc, en général, on demande, est-ce que vous avez des situations où vous avez subi l'inégalité ou la discrimination homme-femme? En fait, votre parcours a été jalonné de ça, en fait, Claire. Oui, Quand on un peu. regarde chaque étape, même si être chef de service, il y a toujours des combats. Quand on vise le fait d'être doyen, évidemment que ce n'est pas simple, etc. Mais ce qui est compliqué, c'est que on vous dit certains arguments qu'on ne dirait pas aux hommes, en fait. C'est ça qui est dur à entendre. Tout à Enfin, fait, pas qui est dur à entendre, mais qui est désolant plutôt. avec des petites phrases assassines. Hein, quand j'ai fait mon audition au conseil de fac pour être doyen, on m'a dit, à un moment donné, mais si vous êtes amené à côtoyer des politiques, comment vous leur parlerez et ça, je me suis dit, mais c'est quand même des phrases incroyables de dire des choses pareilles. Et puis bon, je n'ai pas parlé, mais j'ai eu 3 enfants, donc 3 grossesses, 2 pendant l'internat, avec à l'époque où j'ai eu mon premier enfant, euh, aucune prise en charge de rien. Enfin, je veux dire, c'était uniquement le syndicat des internes qui nous versait des indemnités parce qu'on n'était pas considérés en fait. Et pour le troisième, bon, bien sûr, les gardes aux urgences jusqu'enceinte de 7 mois. Enfin, bon. Et puis, quand j'ai eu le troisième enfant, j'étais chef de clinique. Et mon patron, bon, je voulais être maître de conférence, m'a dit que si je prenais l'intégralité de mes 6 mois de congé de maternité pour un troisième, il ne garantissait pas de pouvoir me faire nommer. Donc voilà, c'était des choses comme ça qui ont été quand même assez frustrante. Et puis, j'ai pas parlé, mais c'est vrai, je pense que c'est beaucoup moins maintenant parce qu'on s'est habitué au fait d'avoir des femmes médecins.
mais quand j'étais jeune interne, je faisais sûrement très jeune. Et en fait, dès que j'avais un externe avec moi, c'était lui le docteur et moi, j'étais l'infirmière. Donc voilà, ça a duré. Et puis le jour où on vous dit Madame vous, on se dit tiens, le temps a passé et les choses ont changé. Mais ça a été, enfin, se faire reconnaître comme médecin, c'était pas si évident. Donc, les moments difficiles, oui, il y en a eu. Il y a eu des phrases comme ça, des petites phrases assassines là, où on m'a aussi, un jour, on m'a dit, mais pourquoi tu veux faire une carrière universitaire? Tu sais, travailler à la Banque du Sang, finalement, c'est assez calme, c'est tranquille, tu pourras élever tes enfants. Enfin, des petites phrases comme ça, là, qui… Bon, donc il faut une détermination. Et puis, enfin, ce que j'ai dit dans mon article et que je confirme, c'est qu'il faut aussi un soutien à la maison, quoi. Si, Oui, c'est ça. ça, je pense que si le conjoint est partant et si le conjoint est, enfin, considère que la carrière de sa femme, c'est aussi important que la sienne, ça, c'est vraiment hyper important. Quand on a un conjoint qui vous dit oh, bah, tu sais, est-ce que tu as vraiment besoin de faire tout ça? Parce que là, c'est horrible. Donc, je pense que le rôle du conjoint est vraiment très important. Et est-ce que vous avez des regrets, Claire, quand vous regardez votre carrière sur la difficulté, l'équilibre? Parce que finalement, le plus compliqué quand on est, quel que soit son sexe, finalement, c'est l'équilibre privé-public. Est-ce que vous Alors, avez des regrets? les seuls regrets que je puisse avoir, c'est que en tant que femme, on se mettait une barre hyper haute. Et à aucun moment, jamais dans ma vie, j'ai dit je ne peux pas faire ça à cause des enfants. Je me suis mis ce qui fait que parfois j'ai jonglé dans des situations extrêmement compliquées. J'ai eu la chance d'avoir des parents à proximité qui m'ont dépanné, mais il y a quand même eu des fois où je partais, je laissais un enfant malade tout seul parce que, enfin, ça, pour moi, ça a été des moments très difficiles. Et si j'avais dit je ne peux pas être à cette réunion à cause d'accompagnement des enfants à l'école ou des trucs comme ça, je sais que c'est quelque chose qui aurait été absolument mal pris. Et donc, j'avais mis un point d'honneur à dire il faut pas que les enfants soient considérés comme un obstacle dans ma carrière. Mais ça a été dur. Mais ça oui, oui, tout à fait. Avec des recrutements de nounous, je ne vous dis pas, je ne sais pas combien j'en ai eu, dont une qui m'a fait le long fleuve tranquille. Je la voyais grossir à vue d'œil en lui disant mais vous êtes enceinte? Elle me disait mais non, mais non, mais non, jusqu'au jour où quand je lui ai dit c'est pas possible et elle m'a dit je l'accouche dans 15 jours. Et du coup, je me suis rendu compte qu'elle s'occupait absolument pas des enfants. Enfin, ça a été quand même des périodes très compliquées. Donc, mais bon, on y arrive malgré tout. Et puis, j'en ai reparlé avec eux a posteriori pour savoir s'ils s'étaient sentis frustrés de. Donc, c'est vrai qu'après, on essaye toujours de compenser deux fois Bien plus. sûr. Ah oui, ah oui. Donc, ça, c'est pour moi, ça a été probablement le moment le plus difficile. Oui. C'est de pouvoir concilier les deux et surtout de pas qu'on me dise pas bah, tu peux pas continuer parce que tu es trop impacté par tes enfants. Ça, c'est pour moi, ça a été la période difficile. Après, quand les enfants avaient grandi et que j'ai été chef de service, du coup, là, c'était beaucoup plus facile parce que j'avais plus ce problème. Je pense que ça a été la période la plus difficile de mon existence, c'était faire cohabiter les deux, quoi. Oui, bien sûr. En tant que femme, on se sent souvent coupable, contrairement. Totalement. Et puis la reprise après un congé de maternité, oh là. Bon. Et du coup, quel message vous pourrez donner aux plus jeunes, en fait? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'elles, aujourd'hui, ils doivent faire, parce que c'est des sacrifices, en fait. Enfin, c'est des sacrifices. En tout cas, au moment où on le fait, on le vit comme de la culpabilité. Donc, on ne le vit pas pleinement, même si l'objectif, c'est on se fixe des objectifs et on va les atteindre parce qu'on a envie de les atteindre comme ceux qui sont en face de nous. Et il n'y a pas de raison qu'on ne les atteigne pas parce que voilà, on a envie de réussir. Qu'est-ce que vous direz aux plus jeunes comme conseil pour y arriver? Est-ce qu'elles doivent passer par ce
que vous avez traversé ou qu'aujourd'hui les choses ont changé et qu'elles peuvent concilier les deux et qu'elles peuvent… Alors, chaque fois, on avait organisé à la fac des journées d'orientation professionnelle, qui continuent d'ailleurs maintenant, et où j'allais témoigner justement du fait qu'on pouvait le faire. Et j'étais très impressionnée de voir le nombre d'étudiantes qui me posaient justement des questions sur cette organisation de vie, de pouvoir mener les deux parallèlement. Et je me suis bien rendu compte que c'était pour elles non pas tellement le choix de la spécialité, bien que c'était un vrai problème, mais c'était le choix. Est-ce que je m'investis dans une carrière et du coup, je sacrifie ma vie personnelle? C'était vraiment… Tout le monde a eu un peu ce sentiment. Alors moi, j'ai quand même le sentiment aussi que les hommes ont changé par rapport au fait que la femme doit tout faire et pas les hommes. Et ce qui m'avait frappé, c'est que le premier à qui j'avais donné un rendez-vous assez tôt un matin pour la révision des effectifs à la fac, le premier qui m'a dit non, je ne peux pas à cause des enfants, c'était un homme et pas une femme. Premier, hein, qui est dans notre fac actuellement aujourd'hui. Donc voilà. Et je me dis, bon, je crois que les hommes ont compris. Euh, je pense que la prolongation des congés de paternité, de beaucoup de choses, font que il commence à y avoir cette sensation de on partage les efforts, les équilibres. Bon, et je crois que ça c'est vraiment très important. Après, dans les services, quand même, enfin, moi, quand j'étais externe, on partait, la visite du patron était le samedi matin et on quittait le service à 15 heures tous les samedis. Donc ça a quand même aussi changé. La vie actuelle a changé. Après, je pense que ce que vous êtes en train de faire, et je crois que c'est vraiment la solidarité féminine est hyper importante. Il ne faut surtout pas être en compétition, il faut se soutenir. Ça, je crois que c'est vraiment important, faire bloc. Et d'ailleurs, les groupes féminin que vous faites, je pense qu'il est accepté par vos collègues masculins. La médecine interne vient de commencer à faire quelque chose comme ça parce qu'ils s'étaient rendu compte que finalement, il n'y avait jamais de femmes ou quasiment pas dans le conseil d'administration de la société. Quand elles étaient là, elles avaient toujours la basse besogne. Et puis, bon. Donc ça, je trouve que ça évolue. Les exemples des unes servant aux autres. Il y a plus de femmes, donc il y a probablement plus de solidarité aussi. Et je crois que l'exemplarité, c'est hyper important. Je pense que quand on voit qu'une femme réussit, euh, savoir, enfin, discuter avec elle, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec les internes en fin de semestre, c'est de voir avec elles quels étaient leurs souhaits, comment elles voulaient vivre leur vie professionnelle. Et ça m'avait vraiment beaucoup frappé de voir oh bah, PH dans un hôpital, pas forcément CHU, ça m'ira très bien. Et les garçons, oh bah, PUPH, enfin ça c'était vraiment… Et ça c'était il y a 4 ans. Donc je crois qu'il faut qu'elles soient encouragées, qu'elles prennent confiance en elles, parce que je pense qu'il y a pas mal de femmes qui ont peur de ne pas y arriver, alors que finalement, bon, il faut s'organiser. Ça, c'est clair qu'il faut être organisé. Je pense que la possibilité de faire un peu de télétravail, il y a une réunion en fin de journée, on rentre chez soi, et on fait la réunion à la maison, ça peut être une aide aussi. Mais bon, ça demande des sacrifices. Je pense que quand on s'investit totalement dans son boulot et dans sa famille, il n'y a plus beaucoup de place pour autre chose. Enfin, pas si facile. Pas totalement, et puis finalement, quel que soit le métier qu'on fait, en fait. Mais vous avez raison, en plus, le télétravail Peut a un aider. petit avantage. L'avantage, c'est qu'effectivement, on peut rentrer chez soi et être plus tôt et s'organiser. L'inconvénient, c'est que finalement, il n'y a plus de limite aux réunions et on se retrouve à 21h, 22h, 23h à faire des réunions avec les États-Unis, l'Angleterre. C'est un peu le… Oui, ça, je suis d'accord. Ça, c'est l'envers de la médaille. C'est l'envers de la médaille. Oui, ouais, tout à fait. Donc, moi, je crois quand même beaucoup maintenant. euh, je pensais à un moment donné que, les quotas, c'était vraiment quelque chose d'humiliant, du style, on va vous mettre des quotas parce que comme vous n'y arrivez pas toute seule, on va imposer votre présence. Et c'est vrai que je l'ai vécu initialement comme quelque chose de très humiliant. Et puis petit à petit, je me suis dit qu'après tout,
tous les moyens pour y arriver étaient bons et qu'une fois qu'on est en place et qu'on montre nos capacités, ce Exactement. qu'on est capable de faire, à ce moment-là, on est accepté pour ce qu'on est et non plus parce qu'on est un quota. Et j'ai eu cet exemple avec le CNU où pendant longtemps, j'étais nommée parce qu'il fallait nommer une femme. Donc, et comme pendant longtemps en thérapeutique, j'ai été longtemps la seule femme, bon, heureusement, ça a changé. Du coup, un jour, j'ai dit, ben non, je ne veux plus être nommée, je veux me présenter aux élections, je veux que ce soit mes pairs qui m'élisent et je n'ai pas envie d'être uniquement nommée parce que je suis une femme. Et ça, c'est vrai que ces quotas, c'est un peu une arme à double tranchant, mais ça permet quand même d'avancer et ça permet de montrer qu'on est capable de faire les choses et finalement de se rendre compte que les femmes apportent quelque chose dans les réunions où il n'y a que des hommes. Je crois que c'est vraiment important. Oui, bien sûr. En plus, ça va dans la question suivante, c'est les réseaux. C'est que souvent, on rentre dans des groupes de travail, dans des commissions par un réseau et que souvent, bah, les réseaux, ils sont masculins et que tant qu'on n'a pas mis un pied et que les gens découvrent qu'il n'y a pas qu'un tel ou un tel qui est capable bah, de réfléchir, d'animer, d'avancer, de présenter, oui, ça passe par les quotas. Je suis d'accord avec vous. Au début, c'est humiliant, mais c'est peut-être une des rares manières d'avoir un pied et de montrer que ben, même si on n'est pas l'élève de Monsieur XY, on sait faire et on sait bien faire, tout à fait. C'est ça. Et du coup, est-ce que vous avez créé ou développé un réseau en médecine interne ou est-ce que vous pensez que c'est important? Vous le disiez tout à l'heure pour les doyens. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un plafond de verre et qu'après, c'est le réseau qui Oui. fonctionne. Et là, c'était même pas c'était pas des réseaux scientifiques, on va dire. Hein. Je pense que c'était des réseaux autres. Mais c'est évident. Enfin, je veux dire, il y a eu. Alors, est-ce que c'était une solidarité masculine? Mais le fait de combler parce que pour être doyen, c'est le conseil de fac qui vote. Donc, il y avait 40 votants. Il y avait les étudiants bon, qui m'étaient totalement acquis, qui ont voté pour moi. Il y a eu quelques membres du conseil de gestion, mais il y a eu ceux qui ont été nommés à la dernière minute, dont des invités extérieurs qui connaissaient rien au truc. Ils ont été sollicités pour candidater et cette élection s'est faite en catimini, avec des gens qui ont été désignés d'office pour voter pour mon adversaire. Donc, je veux dire, ça c'était des réseaux, ça c'est évident. Et là, bah, c'est difficile de faire face. Donc, que les femmes s'organisent un peu, je trouve ça très bien. Alors, il ne faut pas non plus qu'on soit des MLF suffragettes enfin, horribles, parce que c'est vrai on est rapidement traité. Si on élève un peu la voix, au lieu enfin, un homme, on le dit, il a du caractère, il s'impose, et une femme, on dit, elle est hystérique. Donc, enfin, c'est vrai que c'est des situations qui sont pas. Il faut trouver le juste milieu, le bon ton. Enfin, c'est des choses qui s'apprennent. Et ça, je pense que la solidarité féminine là-dedans peut être extrêmement importante pour trouver voilà, le bon angle d'attaque, si je puis dire. Super. En tout cas, merci beaucoup, professeur Lejeune, pour tous vos conseils et votre parcours qui va nous éclairer, qui montre également que il n'y a pas qu'en médecine intensive réanimation, que c'est finalement dans beaucoup de disciplines, à l'hôpital, dans beaucoup de disciplines à la fac, puisque finalement, on a souvent l'image, alors je mets peut-être le pied dans le plat, de femmes qui s'investissent en pédagogie, etc. Moi, je trouve que c'est aussi dur, voire plus compliqué, plus stringent, pour commencer à avoir la fac. Je pense que ce n'est pas plus simple que l'hôpital ou la recherche, bien au contraire. Et que bah, il faut s'armer, s'entraider et puis avancer hein, et pas se Ouais, laisser. ouais. Alors, c'est sûr que la recherche a été mon point faible et ce qu'on a bien essayé de me le reprocher à plusieurs reprises. Mais de nombreux déménagements, à l'époque, on était moins structuré, on avait moins l'idée il faut être dans une unité INSERM, il faut ci, il faut ça, c'était quand même beaucoup moins évident. Et du coup, le fait d'avoir été finalement sollicité pour être chef de pôle, j'en ai pas parlé du tout, mais effectivement, j'ai été chef de pôle à plusieurs reprises. Donc, je veux dire, quand on gère un service, quand on s'investit beaucoup en pédagogie, qu'on a en plus chef de pôle, je veux dire, il ne reste pas non plus un temps infini pour la recherche.
Et je pense que pour un équilibre dans un service hospitalier ou universitaire, il faut des gens qui fassent un peu de tout, parce qu'on peut être des très bons chercheurs si le service est délaissé ou critiqué par les étudiants. Je pense que ce n'est pas non plus une solution. Donc, je crois qu'il faut que tout le monde trouve en fonction de son affinité. Et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, on met une barre très, très haute pour les candidats. Alors, pour tous, et pour une femme a fortiori, parce que quand on arrive dans les mobilités, tests de sciences, etc., et qu'on a déjà 1 ou 2 enfants, c'est vrai que c'est quand même enfin, c'est un gros investissement et il faut être effectivement soutenu autour de soi, sinon c'est difficile. Non, mais la quadruple mission, en clair, c'est une aberration. On ne peut pas Total, faire total. tourner un service. Quand on fait tourner un service, je suis désolée, mais il faut être présent. Comme vous Ah dites, il oui, faut avoir envie, donner l'exemple. On ne peut pas être dans son bureau et motiver les troupes, les internes, les externes, les chefs, les PH, avoir une légitimité pour demander un avis. La fac, c'est un vrai boulot à plein temps. Alors, on ne le calcule pas, on n'a pas le SIGAPS, etc. Mais les commissions, les étudiants, la fusion, la R2C, la R3C, etc., c'est un temps infini. La recherche aussi, c'est un métier. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a des techs et les services qui marchent bien, c'est où il y a des techs. La recherche clinique, ça demande du temps. La recherche au laboratoire, c'est un vrai métier. Les implications hospitalières, on l'a vu avec la crise, etc., être dans une commission à la fac, à la SAME, c'est un boulot, c'est des réunions. Donc, si on a marché sur la tête ou si on veut que certains marchent sur la tête, c'est une aberration. Je pense qu'à un moment, et les jeunes, ils le savent, et c'est peut-être un défaut ou une qualité des femmes, à mon sens, c'est que quand on accepte une mission, on veut la faire jusqu'au bout. Et donc, il ne s'agit pas de cocher des cases et d'être dans une réunion en écrivant un papier, il s'agit de faire les choses jusqu'au bout. Et donc, la quadruple mission, elle est aberrante. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra changer si on veut que les gens restent à l'hôpital. Je ne sais pas ce que vous en pensez bah, dans les années qui viennent. totalement. C'est ce que font les Canadiens aujourd'hui au Canada. Il faut être très bon dans une des missions et un peu moins bon sur une autre. Et on peut mener ça pendant 5 6 ans, puis décider finalement de changer. Et ça, c'est reconnu de façon tout à fait évidente. Nous, on est toujours dans ce millefeuille où on en rajoute en permanence. Et bon, il y a eu des propositions de modification un peu des statuts. Alors, en faisant un peu une dichotomie entre hospitalier et universitaire, recherche-enseignement, je ne suis pas sûre. Moi, je pense qu'il faut hospitalier enseignant, hospitalier Oui, je suis recherche, d'accord. mais pas uniquement enseignant recherche, parce que si on n'est pas sur le terrain, je veux dire, on n'est pas un bon enseignant. Je suis désolée, mais ça, c'est clair. Il faut quand même une expérience clinique pour pouvoir transmettre son savoir-faire, être, ses compétences, puisque c'est très à la mode en ce moment, aux plus jeunes. Ça, c'est évident. Effectivement, une des explications de la crise des hôpitaux en dehors des moyens, c'est celle-là. Et quand on discute avec les personnes qui partent dans la privée, c'est au moins je pourrais faire de la clinique et de la recherche, ou je pourrais faire de la clinique et de l'enseignement à mes étudiants, mais je n'aurai pas la quadruple casquette où finalement je cours tellement partout que je ne fais plus rien de bien. Donc ça, on est Et, vraiment d'accord. et puis, pour une reconnaissance qui est quand même, enfin, notamment hospitalière, qui est quand même assez modeste, parce que le jour où on s'arrête, je veux dire, on tire la porte, pas un mot de personne, alors qu'on a quand même pas mal donné dans l'institution. Et une semaine après, on vous coupe votre boîte mail. Enfin, je veux dire, sans prévenir, sans rien. C'est quand même impressionnant. C'est impressionnant. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça met une certaine relativité. Alors, c'est sûr que quand on est dans un système, il faut s'y investir. Et je pense que les femmes s'investissent beaucoup. Mais pour une reconnaissance, on ne demande pas non plus. Mais quand même, je pense qu'il faut aussi valoriser le travail de chacun. Enfin, ça me paraît très important. Guy Meyer disait un jour, j'ai donné 5 ou 6 ans de ma vie à faire des gardes à l'hôpital. Donc Oui. voilà, c'est assez Ouais. révélateur. Guy, je l'ai connu à la ENEC. On s'est connus dans les années 90. Oui, ouais, ouais. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, beaucoup, professeur Lejeune. C'est vraiment un plaisir et un honneur de vous avoir à cette interview. Moi, j'ai redécouvert votre parcours et les difficultés, puisque
On vous voyait, nous, de très loin, vice-doyenne, responsable du DU pédagogique, chef de service, chef de pôle. En tout cas, merci d'humaniser ce côté-là et de nous dire que c'est possible. C'est possible, tout à fait. Et Voilà. de, voilà, et de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. En tout cas, merci beaucoup, professeur Merci Lejeune. de m'avoir sollicité. Et puis, écoutez, avec plaisir pour vous aider dans quoi que ce soit si vous avez besoin, avec plaisir.